continue cet après-midi avec un atelier et 2 moments extrêmement forts. J'invite tout de suite sur scène Ali Belmkhlouf, professeur anthropologue. Merci, Madame, pour votre présentation. Merci à l'assistance, merci aux puissances invitantes. Non, non, c'est bon. Merci. Merci beaucoup de cette invitation. Merci, Monsieur Alami, vous m'aviez contacté pour cela. Il se trouve que j'ai été, il y a 15 jours, à Delft pour la rencontre UNESCO 50 ans après la Convention sur le patrimoine mondial. La Convention sur le patrimoine mondial a été signée en 1972 et 2022, c'était donc les 50 ans du patrimoine mondial. Et dans la discussion avec M. Chifl Alami, c'était d'apporter un regard sur le patrimoine mondial compte tenu précisément de vos enjeux touristiques. Le patrimoine, beaucoup de gens l'ont dit ce matin, il y a des sites qui sont inscrits sur le patrimoine. Il y a 3 conventions sur le patrimoine. Il y a la convention 72, dont je vais beaucoup parler, sur le patrimoine dit matériel. Ce sont les sites culturels et les sites naturels. Il y a le patrimoine sur la biodiversité, 1992, et il y a le patrimoine immatériel qui est le plus tardif, en 2003. Mais il est évident qu'après que l'UNESCO a finalement proposé 3 conventions, il est très important aujourd'hui de penser leur convergence, de penser la convergence entre les sites culturels, les sites naturels quant à leur préservation, la biodiversité quant à malheureusement sa grande érosion, comment éviter l'érosion de la biodiversité et comment éviter l'érosion de notre patrimoine culturel dit immatériel. Alors ce que je vous propose, c'est de parler du patrimoine mondial. Pour quel usage? Il se trouve que, si l'on se place du point de vue de l'Afrique, il y a un déficit de représentativité. Je ne sais pas si on peut arrêter les bavardages à droite à gauche qui me perturbent un peu. Merci beaucoup. Donc, je disais, il y a un déficit de représentativité des sites pour l'Afrique. Et beaucoup de pays africains voudraient précisément inscrire plus de sites culturels et naturels. Mais il faut aussi se demander pour quelle fonctionnalité. Il ne suffit pas simplement d'avoir de la représentativité, il faut de la fonctionnalité. Aussi, je vous propose 3 moments. Comment tenir compte, tenir ensemble le réquisite de plus de représentativité dans des pays comme le Maroc, comme des pays africains, pourquoi pas le Maroc, mais des pays africains en général, comment tenir ensemble le réquisite de plus de représentativité avec les fonctionnalités. 2, comment éviter l'érosion des savoirs locaux. C'est très très important. Il y a des savoirs locaux sur notre continent africain qui sont en pleine érosion. On ne consulte pas les gens quant à leur savoir de résilience, de savoir-faire avec la sécheresse, de savoir-faire avec les différentes difficultés que leur donne leur environnement, qui leur permet pourtant une grande durabilité adaptative. Et ces savoirs locaux n'attirent pas tellement les pouvoirs publics, qui se désintéressent de ces savoirs locaux, et nous sommes en train de perdre ces savoirs locaux. Et je vais mettre en rapport cette perte des savoirs locaux avec l'érosion de la biodiversité. Vous avez une érosion des savoirs locaux et une érosion de la biodiversité. Et je terminerai par une réflexion sur la valeur
universel exceptionnel, c'est une expression de la Convention UNESCO de 1972, les sites à valeur universelle exceptionnelle, et essayer de réfléchir de nouveau sur ce qui peut avoir lieu, avoir ce label de valeur universelle exceptionnelle. Alors, sur le premier moment, et bien sûr qu'il faut élargir la liste des sites reconnus comme patrimoine mondial, mais cet élargissement ne doit pas se faire selon les mêmes critères que 1972. Par exemple, en 1972, les sites qui ont été les plus patrimonialisés, c'était les monuments, et surtout les monuments européens et américains. Or, il se trouve qu'en Afrique, nous n'avons pas spécialement des monuments à patrimonialisés, mais nous avons par exemple des chemins pastoraux très 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 importants. Et ces chemins pastoraux sont complètement laissés à la prédation de la spéculation foncière et qui disparaissent alors que ce sont des chemins empruntés par les hommes et les animaux pendant plus de 1000 ans. Donc, il faut réfléchir sur les nouveaux critères d'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Le monument, je rappelle, dans son sens le plus général, vient du latin monere, qui signifie avertir, rappeler. Le monument appelle donc un travail de mémoire, et le monument fut longtemps considéré comme un dispositif de sécurité contre les traumatismes de l'existence. Mais si je prends ce sens général, il s'applique tout aussi bien à l'univers végétal, dispositif de sécurité contre les traumatismes de l'existence. Et cet univers végétal, précisément, nous importe beaucoup. Donc, il faut une évolution, une vision plus évolutive et plus fonctionnelle du patrimoine, et pour cela, précisément, inscrire dans le patrimoine la valeur d'usage, la valeur de bien-être des acteurs locaux. Depuis ce matin, on parle de la participation citoyenne. Je préférerais pour ma part, et pour ce que je vais vous dire, de parler de participation des acteurs locaux. Citoyens, c'est trop général. Les acteurs locaux. Et ces acteurs locaux, il faut les consulter. Par exemple, pour vos intérêts touristiques, l'agriculteur est le meilleur acteur du patrimoine et il n'est pas consulté. Prenons aussi l'exemple de l'habitat en reconstruction permanente qui suppose la durabilité adaptative dont j'ai parlé. L'habitat en reconstruction permanente, par exemple la construction en terre, ça suppose complètement un homme intégré à son environnement. Et de ce point de vue-là, on touche également au patrimoine immatériel, puisqu'il ne s'agit pas tellement des lieux où on reprend les maisons en terre, que des méthodes qui aménagent ces lieux et qui les rendent viables. Si vous prenez l'exemple de l'architecture en terre, on constate que la conservation s'enrichit non seulement des concepts de restauration et de symbolisation, mais aussi de renouvellement et de reconstruction. Et donc là, il y a des savoirs locaux qui sont en perdition. Le lien entre l'architecture et les matériaux locaux doivent être renforcés pour une vision dynamique et intégrative du patrimoine. Je passe au second moment, la limiter, au sens de la limitation, mettre fin peut-être à l'érosion des savoirs locaux. Je disais que les savoirs locaux subissaient une érosion du même ordre que celle de la biodiversité. Depuis 72, la première convention, on a énuméré des menaces qui pèsent sur le patrimoine, les conflits armés, les inondations, les prédations immobilières. Mais il y a une autre menace plus insidieuse et moins visible, c'est l'érosion des savoirs locaux. Et elle est liée précisément à l'interaction avec l'environnement. Et pour moi, et c'est ce que j'ai présenté à Delphes il y a 15 jours, l'avenir de la Convention de 1972, c'est toujours plus de convergence
avec la Convention sur le patrimoine immatériel et celle sur la biodiversité. Il y a un savoir-faire avec les animaux. Allez voir la chèvre qui broute l'Arganier dans la région d'Essaouira. Elle mérite mieux que de figurer sur une carte postale qu'on emporte après un séjour touristique. Il y a un savoir-faire avec les animaux, un savoir-faire qui renvoie donc à ce savoir local, des savoirs locaux peu transmissibles à l'échelle de la nation, c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur l'élément local, et c'est cela que je regrette pour ma part. En Afrique, les chemins empruntés, je le disais, depuis des millénaires par l'élevage pastoral, a une valeur patrimoniale. La sécheresse, ces aggravations contre lesquelles les paysans de l'arrière-pays, loin des métropoles, donnent lieu à un mode de vie de résilience peu étudié. Pourquoi au Maroc porte-t-on toujours l'attention sur les 14% du territoire qui sont les plaines fertiles? Il y a 86% du pays, dans ce cas-là, cessons de dire le Maroc, disons les plaines fertiles. Il y a 86% du pays, d'arrière-pays, qui n'attire pas l'attention. Patrimonialiser les savoirs locaux, et qui est plein de savoirs locaux. Patrimonialiser les savoirs locaux et les chemins multiséculaires est un enjeu qui n'est pas seulement de conservation et de témoignage, il s'inscrit également dans la reconnaissance des droits humains. Ces derniers sont menacés par le développement, comme vous le savez, de la monoculture, là je me place du point de vue du continent, sur des hectares de déforestation, monoculture qui non seulement rend la terre plus fragile, mais donne lieu à des expulsions massives de paysans de leurs terres, car ils sont jugés peu productifs. Avant, vous étiez pauvre parce que vous aviez une terre peu productive. Maintenant, vous êtes pauvre parce que vous faites partie d'une humanité mobile que vous voyez à tous les carrefours de Casablanca, par exemple. Et on a beaucoup parlé de l'humanité mobile du tourisme. Ça sera mon dernier point tout à l'heure. Je voudrais qu'on parle aussi de la mobilité et de l'humanité mobile des expulsés, des exclus. L'Afrique, en raison de la présence encore en son sein de chasseurs-cueilleurs, constitue une mémoire de l'humanité du début du néolithique. Partout ailleurs, les chasseurs-cueilleurs ont disparu. Les systèmes agro-sylvo-pastoraux sont un patrimoine végétal de l'humanité. Patrimoine végétal de l'humanité. Quand on parle de patrimoine mondial, on a toujours... on met l'accent, je disais, sur les monuments, on met aussi l'accent parfois sur les maisons coloniales. Je pense par exemple au Laos. En termes de patrimonialisation, les maisons coloniales bénéficient de plus d'attention que les maisons traditionnelles. C'est quand même un comble. J'arrive déjà à mon dernier point, je ne veux pas être long. J'avais un ami qui disait qu'au bout de 10 minutes, plus personne n'écoute. La valeur universelle exceptionnelle, expression de l'UNESCO, à la recherche des nouveaux équilibres. Je disais, la Convention de 72 parle de valeur universelle exceptionnelle, ce qui est considéré comme patrimoine mondial. Mais l'exceptionnel n'est pas le rare. Il y a beaucoup de choses exceptionnelles. On fait parfois la confusion entre exceptionnel et rare. Il y a de nombreux paysages culturels et naturels qui sont exceptionnels, tout en précisément, puisqu'ils sont nombreux, ils ne sont pas rares par définition. Et il y a une responsabilité face aux générations futures pour leur transmettre ce qui a une valeur, non seulement en vue de la conservation, mais en vue de l'usage. Et le regard sur les 50 dernières années montre que la visée touristique tend non seulement à être exclusive, le patrimoine a été conservé et puis on se dit, le patrimoine pour que les touristes viennent, montre que la visée touristique tend non seulement à être exclusive, mais aussi, excusez-moi de le dire, pour certaines formes de tourisme, peut-être pas toutes celles que vous pratiquez, mais à fragiliser le patrimoine, à l'exposer à une spéculation immobilière aux environs des sites protégés. Et donc, les paysans sont chassés tout autour parce qu'on va construire des hôtels qui vont précisément avoir de la valeur compte tenu du patrimoine mondial. Si gagner en valeur ne signifie pas perdre en usage, reste à définir ce qu'on entend par usage patrimonial.
Et pour explorer cette question de l'usage, il faut commencer par admettre qu'il y a une pluralité de valeurs. La valeur, je disais, liée au bien-être de ceux qui vivent dans le patrimoine et dans son voisinage, et il faut arriver à une pondération entre la valeur esthétique, la valeur marchande, et la valeur historique, la valeur de témoignage, la valeur d'exemplarité. Et parfois, quand vous équilibrez entre les valeurs, il faut reconnaître que parfois il y a une tension entre les valeurs. La spéculation foncière autour des sites classés, on ne peut pas le nier, c'est un fait. Les parcs d'attractions se développant dans et à côté des sites classés, apportant leur lot de consommation et de pollution. Alors sur les parcs d'attractions et les parcs dits de vierges, je rappelle que tout de même, au début de des années 1970, l'idée selon laquelle l'Afrique est un Éden à protéger de ses propres habitants se retrouve partout sur le continent. Et donc, on va faire des parcs d'une Afrique vierge, complètement fantasmée, pour des Européens et des Américains qui vont aller au Kenya, non pour rencontrer des Kenyans, mais pour voir des éléphants, comme une Américaine qui, la première fois qu'elle était... Enfin, je pensais que c'était la première fois, elle était une grande professeure dans l'université, par charité, je ne citerai pas. Elle est arrivée et donc on lui a dit, est-ce que... vous êtes déjà venu au Maroc? Elle a dit oui. Une fois à Marrakech, j'ai vu des ânes. Les gens ne voulaient plus lui parler. Alors si on va au Kenya pour voir des éléphants et si on vient au Maroc pour voir des ânes, c'est pas la peine. C'est pas la peine. L'Éthiopie crée des parcs, puis limite les activités humaines autour de ces parcs, expulsant les gens de ces parcs. On finit par patrimonialiser une nature sans homme, avec pour effet d'exclure les habitants et de promouvoir l'idéal d'une nature vierge. Criminalisation des habitants des parcs, en Tanzanie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, laissant croire qu'une lutte est menée contre la dégradation écologique causée en réalité par l'exploitation continue du café, de l'huile de palme ou des minerais, et certainement pas par l'agriculture vivrière des paysans. Près de 11% du territoire gabonais est mis en parc. En parallèle, des firmes internationales élaborent avec les autorités un système de concession foncière censé favoriser l'exploitation des forêts du pays. Enfin, et je terminerai là-dessus, je souhaiterais souligner la précarité du droit lié au patrimoine. Il y a une fragilité du droit dans certains pays qui laisse la porte ouverte aux actions destructrices des écosystèmes, qu'ils soient culturels ou naturels. On constate partout dans le monde, mais encore plus dans les pays africains, une lenteur du droit en matière d'environnement, une lenteur doublée d'outils inadaptés. Plus que jamais, il faut aller vers les expertises d'usage des sociétés civiles et des associations des usagers et, comme vous le savez, un constat s'impose, une grande visibilité est donnée à la mobilité des gens qui font du tourisme et aucune visibilité, sauf sensible, immédiate à tous les carrefours, n'est donnée à l'autre humanité qui est précisément mobile par expulsion. Les pauvres d'aujourd'hui n'ont plus que leur corps qu'ils déplacent de lieu en lieu pour survivre. Ceux d'autrefois produisaient peu mais avaient leurs terres. L'humanité mobile subit de multiples expulsions. Les gens que vous rencontrez à tous les carrefours, ce sont des énoncés ambulants. Ils ont plein de choses à dire de leur épopée de traversée précisément de plusieurs contrées, réduits au silence dans des camps de rétention ou des zones d'attente. Des femmes, des hommes, d'Afrique notamment, se déplacent. Il faut tenir compte de cette humanité mobile et sensibiliser les États pour éviter les appellations discriminantes comme migrants illégaux, sans-papiers, réfugiés climatiques, réfugiés économiques, clandestins, migrants irréguliers. Moi, je dis humanité mobile parce que je ne veux pas discriminer. Le paradoxe est que l'on protège par certaines patrimonialisations l'établissement humain à rentabilité immédiate bien plus que l'humain dans sa durabilité adaptative. Celui-ci est expulsé au profit, entre autres, de politiques visant
un usage exclusif, moi j'ai rien contre le tourisme, mais l'usage exclusif du tourisme, des sites dits protégés, de projets de déforestation au profit soit de monoculture, soit d'extraction d'énergie fossile. 3 points en conclusion. Comment articuler les formes anciennes de production dans les coutumes du territoire et les formes contemporaines de la technique pour que l'ancien ne soit pas synonyme de pesanteur et d'inertie et le moderne de prédation et de propriété exclusive. 2. La prévention consiste à remonter de l'alerte au signal et non de descendre de l'alerte à l'alarme. J'ai bien peur que nous soyons plus dans l'alarme aujourd'hui. Et c'est le rôle du débat public de construire une opinion qui fasse pression sur les décideurs politiques, notamment en écoutant les acteurs locaux et la société dans son ensemble. Et 3, je voudrais juste dire que plus on approfondit sa propre culture, plus on rejoint toutes les autres cultures. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Leçon. Je voudrais tout de suite appeler monsieur Athmane Cherif Alami pour le mot de la fin. Et je voudrais aussi appeler tous nos invités speakers de ce matin de nous rejoindre sur scène. Merci beaucoup. C'est son portable. Bien, nous voilà donc ce matin à la fin du premier forum africain du tourisme de Casablanca, mais la 3e édition de Africa Place continue encore avec une après-midi exceptionnelle qui vous attend et qui est préparée par nos experts invités, mais surtout nos organisateurs. La dernière intervention du professeur Ali Ibn Makhlouf, après les magnifiques et merveilleuses interventions ce matin de tous nos experts invités, et je les remercie encore 1000 fois d'avoir inauguré avec nous cette première édition et de devenir automatiquement les fondateurs et les ambassadeurs du premier forum africain du tourisme de Casablanca, me donne pratiquement le sujet du deuxième thème. Et le sujet du deuxième thème, c'est de défendre ce tourisme responsable et ce tourisme durable. Et le professeur Ali Ibn Makhlouf a bien voulu aujourd'hui, en insistant sur le patrimoine et les différentes exclusions et érosions que certains territoires subissent indirectement ou directement au profit du développement du tourisme, n'est pas mon idée sur l'industrie du tourisme ou sur son développement. C'est clair que l'Afrique doit défendre son patrimoine. C'est clair que l'Afrique doit imposer un véritable modèle de développement de la mobilité intra-africaine, de la rencontre, de la connaissance, du partage culturel, de la paix et la dignité. C'est vrai que le tourisme peut aussi appauvrir et non pas seulement secourir la pauvreté. Il n'est pas une industrie fondamentale qui s'imposerait aux politiques de développement faciles avec des conséquences très néfastes, souvent à court et moyen terme. Parce qu'à long terme, il se passe le blocage, la destruction des immeubles bétonnés de la Costa del Sol, on s'en rappelle, de l'île de Majorque, on s'en rappelle, a démontré que les chemins qui ont été organisés, par exemple, entre Calvi et Palma de Mallorca, un chemin de 35 km, qui s'imposait comme le chemin pastoral entre tous les villages, entre tous les habitants et les tribus de cette île pour essayer de réaliser le cordon entre toutes les populations qui visitaient Palma de Mallorca, qui étaient en décadence et qui perdaient chaque année des centaines de milliers de touristes parce que le développement durable et responsable n'était pas visible et n'était pas concret. Voilà donc
pour peut-être le deuxième thème, et nos chers invités experts de ce matin auront des questions à ce sujet tout au long de l'année 2023 pour arrêter définitivement en juin le thème de la deuxième édition à l'occasion de la 4e édition, Inch'Allah, de l'Africa Place Marketing. Priorité aux valeurs des résidents citoyens dans le territoire concerné par le développement du tourisme. Oui, notre croissance doit être en synergie avec la responsabilité du patrimoine, des coutumes, des traditions. Il m'est arrivé quelquefois, je l'avoue, d'utiliser le grand folklore authentique marocain pour accueillir des touristes. Mais je n'avais pas pris le temps d'expliquer à ces touristes quels étaient les chants et les paroles de ce folklore. De quelle région venait-il? Quel message porte-t-il? Et j'étais resté dans l'image Instagram de l'époque, à l'accueil, à l'aéroport. Et au cours de ma vie, j'ai commencé à changer cette perception et cette mise en folklorisation. Je pense que cette croissance et cette synergie, elle démontre que nous ne voulons pas fragiliser notre patrimoine ni notre Afrique. Nous voulons le bien autour de nous. Nous voulons un bon tourisme, encore qu'un bon tourisme, c'est quoi? Ne plus folkloriser les habitants, ni les traditions, ni la coutume. Voilà peut-être, je me suis un peu imposé le sujet de cette deuxième édition, car le tourisme est une véritable valeur. Il doit rester un véritable secteur, non pas que de croissance et de valeur ajoutée et d'enrichissement de certaines entreprises et groupes, mais véritable un mouvement solidaire. Je pense que c'est là où il pourra être pérennisé dans ce mouvement solidaire, social et responsable. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. À très bientôt à Casablanca, Inch'Allah. Casablanca with love. S'il vous plaît, sur scène, Madame Tasnim Adamji, Madame Soumia Amzil, Monsieur Khalid El-Ainani, Monsieur Safa Al-Fol, Monsieur Al-Arbi Safa, Monsieur Kouadio, Marcel Gogou, Madame Ilham Kazini, Monsieur Karim Baina, Monsieur Etmen Alami, Monsieur Hamid Ben Tahar, Musique africaine. Si on peut lancer la dernière vidéo We Love Africa, s'il vous plaît.
We together as one, let's celebrate. Let the world know. Here we are, Mama Africa. We love